Listen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Attention, la photo, le sourire, merci. Alors voilà, les troisièmes conférences sur le Maritime Day de la SITL. Et une conférence qui a une importance bien trouvée, c'est la décarbonation dans la chaîne logistique maritime et notamment avec les ports. Alors on a avec nous deux portuaires, deux éminents portuaires. Oh si, soyez pas modestes comme ça, messieurs. Benoît Rocher, qui est donc président du directoire de Haropa Port, et Laurent de Wilder, qui est directeur général du port de Boulogne-Calais. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Laurent. Et puis, nous avons, je dirais, dans l'autre coin, sans que ce soit un ring, mais sur l'autre table, nous avons David Canard-Volant, qui est vice-président Supply Chain Management de chez Clasquin. Clasquin qui est bien connu dans le monde de la commission de transport et dans le monde maritime et d'une manière générale. Et Philippe Conneau, qui est coordinateur thématique maritime et fluvial, service transport et mobilité de l'ADEME, et donc qui vont un peu nous exposer leur point de vue sur la façon dont les ports interviennent dans la décarbonation de la chaîne logistique maritime et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils peuvent faire d'autre. Alors pour commencer, je me tourne vers vous, Philippe. Quelle est la politique de l'ADEME pour participer à la décarbonation de la chaîne logistique et maritime? Alors, comment est-ce que vous voyez les choses de votre côté, ADEME? Merci pour cette invitation à cette table ronde. Donc, je vais commencer par brosser un peu le panorama du maritime. Vous avez peut-être déjà donné ces quelques chiffres. Oui. On parle de 3% des émissions mondiales, 1 milliard de tonnes. Et si on ne fait rien, l'OMI dit qu'on sera à 17% des émissions mondiales d'ici 2050. Donc il est urgent d'agir. Aujourd'hui, le maritime, qui était un peu laissé pour compte dans les grandes conférences diplomatiques sur le climat, est mis sur le devant de la scène. On voit que l'OMI en fait, donne des trajectoires de décarbonation. À l'horizon 2050, on parle du net zéro. Au niveau de l'Europe, on voit durcir aussi les textes en termes de soit intensité carbone des carburants avec FuelEU Maritime. C'est aussi l'intercorporation du maritime dans le mécanisme ETS qu'on a évoqué tout à l'heure, depuis 2024, et également le règlement AFIR pour les installations d'avitaillement portuaire. En France, la logistique présente quand même une part significative. On parle de 16% des émissions nationales. Et cette fonction de logistique va accroître. On voit l'essor du e-commerce, par exemple. Alors l'ADEME, très clairement, a pris le taureau par les cornes. On a donc décidé d'agir avec tout d'abord une stratégie en 3 temps. La stratégie pose d'abord sur un problème de comportement et de sobriété. L'idée, c'est de consommer ce qu'on a besoin et plutôt favoriser les circuits courts. Le deuxième pilier, c'est le report modal sur des modes moins émetteurs. On parle de la voie d'eau, on parle du maritime, bien sûr, par rapport au routier. Et le troisième pilier, c'est plutôt l'innovation, l'adaptation sur de nouvelles technologies. Alors, quelques exemples des opérations que l'ADEME a eues dans ces 3 directions. Le premier, sur les comportements, c'est aussi porter à connaissance et faire savoir. Donc, une étude en 2023 sur le commerce électronique en ligne, avec notamment les impacts en termes de logistique, d'impact en termes de transport. Également publié l'année dernière un avis d'experts sur la logistique, là aussi pour documenter aujourd'hui la logistique est l'angle mort un peu de la décarbonation. Dans le deuxième axe, qui est le report modal, on peut citer le fait que l'ADEME pilote un programme C2E qui s'appelle Remove, avec 2 volets. Un premier volet pour donner le goût aux chargeurs d'aller sur les modes massifiés. Il y a eu 2 appels projets précédents qui ont permis d'économiser 110 000 tonnes de CO2. Dans ce programme, on a aussi un volet engagement des opérateurs à décarboner leur activité, avec des lauréats, notamment Port de Normandie. Et sur le troisième volet, l'innovation, donc l'ADEME opère des appels à projets. On a opéré par exemple un appel à projet thématique hydrogène avec des projets assez emblématiques comme une drague sur le port de Sète, une drague hybride hydrogène. Mais ce sont également des bornes d'escale, notamment pour les ports de Bastia, Ajaccio, alimentés en hydrogène. Et on a aussi des appels à projets sur la thématique maritime, notamment l'appel à projet Corymer navire bas carbone, avec déjà des lauréats, notamment en termes de routage et de solutions décarbonation.
Donc l'ADEME agit, donc on porte à connaissance, on accompagne, on expérimente et on aide à l'innovation. Merci. Il y a des sujets sur lesquels on va revenir, que vous avez dit, qui sont très intéressants. David, donc, vous êtes de chez Clasquin. Est-ce que, d'après vous, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que le transport maritime soit plus green que green? Avant, on l'avait plus blanc que blanc, maintenant, on fait du plus green que green. Alors, bon, la première réponse, c'est que le transport maritime, c'est déjà le mode de transport le plus décarboné. C'est le mode de transport le plus décarboné parce que c'est le transport qui est le plus massifié, qu'on est sur une efficience de propulsion qui est supérieure, par exemple, par rapport à l'aérien. On a un facteur 50 ou un facteur 80 de bout en bout lorsque vous faites de l'aérien ou lorsque vous faites du maritime. Et on peut compléter ça. Alors comment est-ce qu'on rend le transport maritime qui est déjà le plus décarboné, comment est-ce qu'on le rend plus décarboné encore? La première chose, c'est d'utiliser le port de proximité. Donc utiliser les ports de proximité, ça veut dire utiliser les ports français lorsqu'on est dans la zone de livraison, qu'on appelle l'interland juste à côté. Et puis, vous avez des investissements massifs qui sont faits par tous les acteurs de la chaîne logistique du transport maritime. Donc, sans dévoiler ce qui va être dit un petit peu plus tard, vous avez les compagnies maritimes qui ont investi massivement sur des navires avec des propulsions bas carbone. Et ces propulsions bas carbone sont ici au bénéfice des chargeurs qui vont pouvoir récupérer ce bénéfice environnemental. C'est un peu plus compliqué que lorsqu'on est sur un camion au biofuel qu'on peut parfaitement identifier. Donc il y a des programmes dits de mass balancing pour récupérer le bénéfice environnemental qui a été créé par la compagnie maritime. Et actuellement, là, tous les acteurs qui sont dans le top 5 des compagnies maritimes, ou peut-être un peu plus large, ont une offre très large pour amplifier cette décarbonation du transport maritime. Merci. C'est intéressant de ce que vous venez de dire. On va se tourner vers les ports maintenant. Alors, on a Benoît Rocher d'Aropa Port. Alors, la décarbonation de la chaîne logistique maritime, on l'a vu, un petit peu à périmètre variable, quoi. Chacun, il va un petit peu de son point de vue, de son avis et de ses compétences. En termes portuaires, est-ce que les ports ont véritablement un rôle à jouer dans cette décarbonation? Oui, bonjour à tous. Tout à l'heure, Philippe Conneau parlait des 3 leviers pour décarboner: la sobriété, le report modal et l'innovation, la technologie. Eh bien, les ports interviennent dans ces 3 domaines simultanément. Alors, très rapidement, parce que l'idée n'est pas de faire une longue conférence avec la thèse, l'antithèse et la synthèse. Mais très rapidement, la sobriété. Tout à l'heure, il a été question d'utiliser les ports qui sont au plus près des besoins. Donc rapatrier des marchandises qui ont pour origine ou pour destination le marché français dans les ports français. C'est ce qu'on fait en investissant dans les terminaux. Alors, il y a des investissements portés par l'autorité portuaire et des investissements privés portés par les terminalistes. Il a été question tout à l'heure dans la conférence précédente de la saturation des ports de la rangée nord à Anvers-Rotterdam. Ce sont les ports qu'on regarde naturellement quand on est sur l'axe Seine. Eh bien, nous avons au Havre et le long de la Seine des réserves de capacité qui sont importantes. Donc on est en position, on est en situation de pouvoir augmenter cette part de marché. Voilà pour la sobriété. Pour le report modal, alors Aropa Port, c'est le seul grand port fluvio-maritime de France. Donc on est un port d'axe le long de la Seine, qui est notre colonne vertébrale. Et donc le report modal, la multimodalité, le transport fluvial, c'est dans notre ADN. C'est la création de cet établissement qui est tourné vers la multimodalité. Nous, en tant qu'autorité portuaire, nous investissons pour faire en sorte que ces modes alternatifs à la route, et qui ne sont pas en compétition, mais qui sont bien complémentaires, à savoir la voie d'eau et la voie ferrée, puissent être développés. Donc on a investi massivement sur l'axe Seine entre 2020 et 2025, 1 milliard d'euros, et on travaille sur 26-30 à investir encore un peu plus d'1 milliard d'euros. Et voilà, dans ces programmes d'investissement, il y a une part importante qui est affectée au développement de la multimodalité. Je vais citer simplement 3 opérations. La construction de la chatière, qui consiste à améliorer l'accès
aux terminaux de port de mille, terminaux de conteneurs pour les barges fluviales. Voilà, donc on vient connecter de façon efficace, industrielle, la voie d'eau aux terminaux de conteneurs maritimes. Deuxième exemple, les investissements importants qu'on réalise en ce moment sur le réseau ferré portuaire, aussi bien à Rouen qu'au Havre, pour augmenter notamment la capacité, donc l'efficacité du système. Et puis le troisième exemple, c'est la construction d'un port fluvial. Et la dernière fois qu'on avait construit un port fluvial, c'était il y a plus de 40 ans, à Limay-Porcheville, à la confluence entre l'Oise et la Seine, pour permettre à l'industrie du BTP de se décarboner. Et puis enfin, le troisième levier, qui est l'innovation. L'innovation, c'est la possibilité de donner aux bateaux de mer de se décarboner en mettant à leur disposition des molécules à plus faible contenu carbone que les molécules actuelles, qui sont toutes des dérivés du pétrole. Mais on va y revenir tout à l'heure. Oui, merci. C'est vrai que là, on parle d'innovation, on parle d'investissement. Alors, Laurent de Vulder, vous êtes du port de Boulogne-Calais. Non, touche pas le micro parce qu'après, tu vas me le dérégler. Voilà. Mais alors, on entend beaucoup parler à Boulogne-Calais d'électrification. Mais donc, ça intervient aussi dans ce cadre-là justement de décarbonation. Sauf que ça nécessite des investissements très lourds. Est-ce qu'aujourd'hui, le port arrive à gérer des investissements aussi lourds et quels sont les projets véritablement d'électrification? Jusqu'où ça va? C'est des navires, c'est des camions, c'est quoi? Alors, oui, l'électrification dans un port vise à plusieurs leviers. Les navires en escale, évidemment, les engins de manutention, le report modal, comme l'a souligné Benoît, et pour un port roulier, les véhicules de ses clients, qu'ils soient passagers ou transporteurs. Ça, on y reviendra. À Calais, il y a une particularité qui est un dernier levier qui est très très important en termes de capacité d'abattement, en termes de volume de CO2 qui en jeu. C'est le fait que nous sommes sur un détroit et que notre activité principale, c'est le franchissement de ce détroit qui fait un petit 40 km. Et cette distance permet d'envisager une propulsion 100% électrique, si tant est qu'on ait la capacité de recharger d'un côté et de l'autre de la Manche des quantités très importantes d'énergie. On parle de 22 à 25 MWh pour une traversée d'un ferry de 230 mètres. Et dans un temps très court, puisque l'escale dans un port-ferry transmanche, c'est un peu moins d'une heure. Donc 25 MW en 45 minutes, si on prend les temps de branchement et de synchronisation. Ça va évidemment demander des investissements importants, d'autant que sur le long terme, s'il y a une vraie évolution de la flotte, on pourrait avoir 2 à 3 navires à recharger en même temps, donc pas loin de 100 MW à sortir. Donc de lourds investissements réalisés. Aujourd'hui, une des problématiques, c'est qu'on a une volumétrie et un calendrier qui n'est pas super précis. Combien de navires? À quel horizon? Quel type de navire? Est-ce que ce sont des hybrides rechargeables? Est-ce que ce sera du full elec? Ça a une importance parce qu'un hybride rechargeable peut choisir son carburant alternatif. Et donc à Calais, Piano Ferries avait initié la démarche en 2021 en amenant 2 ferries hybrides qui sont capables d'évoluer vers une forme de batterie plus importante et de recharge. On a DFDS qui a fait des annonces en 2024 à Choose France, annonçant le renouvellement de ces 6 navires de transmanche, ceux de Calais et ceux de Dunkerque, sur des navires électriques. Et à un horizon 2030-2035. Donc il a fallu être très réactif. Et mon voisin et prédécesseur au port de Calais l'a été, puisqu'on a topé avec RTE pour avoir un raccordement d'environ 100 MW en 90 000 volts à l'horizon 2030. C'est vrai que dans les Hauts-de-France, il y a une grosse demande énergétique. Il y a beaucoup de projets très consommateurs d'électricité. Et on a fait ce premier investissement, mais derrière, il y a
le transformateur, la connexion bord-raquet, les batteries. 70 à 90 millions d'euros estimés aujourd'hui. Oui, non, mais ça, c'est vrai que décarboner, ça coûte. Et ça coûte à tout le monde. Et justement, tout à l'heure, Philippe Conneau, il y a un terme que vous employez que j'avais noté, c'est la coactivité et la co-responsabilité. C'est quelque chose qu'on entend assez peu, surtout quand on parle de décarbonation de la chaîne logistique maritime. Qu'est-ce que vous entendez par la coactivité et co-responsabilité appliquée à la décarbonation ? Oui, c'est un point important parce qu'on voit bien que le maritime ne peut pas décarboner tout seul. Il a besoin effectivement d'avoir un écosystème autour de lui. On parle de trafic maritime, on parle de ports. On voit qu'aujourd'hui, les ports sont plutôt orientés industrie. On parle de places industrielles-portuaires. Et ce qui nous intéresse côté ADEME, c'est de mettre en perspective cette trajectoire dans un écosystème territorial, d'où un appel à projet lancé en 2022 qu'on appelait ZBAC, pour zone industrielle bas carbone, de façon à engager les territoires industriels dans une trajectoire de décarbonation et de mutation énergétique pour que ces entités gagnent aussi en compétitivité et en attractivité. Aujourd'hui, on a 11 zones industrielles portuaires lauréats. Il y a parmi aussi zones portuaires, Dunkerque, il y a Aropa, effectivement, avec Le Havre, Port-Jérôme-Rouen. Vous avez Bordeaux, vous avez Saint-Nazaire et Fos-sur-Mer. Aujourd'hui, donc, il s'agit d'accompagner ces acteurs à identifier des trajectoires. On voit dans les études un certain nombre de sujets qui remontent. Le premier sujet, c'est un sujet vraiment de logistique. Il faut optimiser les flux, il faut aussi les massifier. Il y a aussi un problème de report sur la voie d'eau, un problème aussi de foncier. Ce qui ressort aussi des études, c'est un manque d'offres de solutions logistiques décarbonées. On voit bien qu'aujourd'hui, que la manutention portuaire est essentiellement thermique, diesel ou diesel électrique. On voit aussi qu'il faut mettre en cohérence des projets de décarbonation des acteurs industriels. Il faut aussi que ces acteurs se coordonnent autour d'un pilotage territorial de décarbonation, de façon à piloter et à gérer des investissements communs de décarbonation. On voit aussi apparaître des nouvelles solutions énergétiques. On parle de hub énergétique. L'hydrogène, mais pas seulement, ça peut être aussi des déclinaisons de e-molécules, c'est aussi du CO2. Voilà, on va capter du navire ces émissions de carbone. Est-ce que les ports peuvent les collecter, les valoriser? Alors, un exemple très concret d'étude aujourd'hui sur le port de Fos-sur-Mer. Comment produire des molécules de synthèse en utilisant des intrants locaux. On parle de carbone biogénique. Les armateurs, notamment de ferry vers la Corse, s'y intéressent. Donc, c'est un projet qui réunit à la fois des armateurs, mais également des fournisseurs de molécules et les ports de Corse et du continent. Donc, on est bien sur un écosystème. C'est un partage de responsabilités. C'est aussi une mise en perspective d'efforts communs. Et selon l'adage bien connu, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, on ne fait qu'encourager ces acteurs à partager leur expérience et mettre au commun. Merci. C'est vrai que la mise en commun, le partage d'expérience, c'est quelque chose qui commence un peu à prendre forme dans différents éléments. David, alors, vous m'avez dit quand on préparait ça, qu'on pouvait aller à peu près, pour décarboner, jusqu'à 30 à 40% du total de la livraison sur l'Hinterland. J'étais un peu sceptique, mais vous m'avez promis que vous alliez nous le démontrer. Oui, alors on voit bien que le transport maritime, il est composé de plusieurs segments. On a ce qui se passe au terminal, on a ce qui se passe sur le segment maritime, mais personne n'a son usine directement sur le port, donc il convient toujours d'aller chercher la marchandise 300 à 400 km quelque part en amont et la livrer 300 à 400 km en aval. Et si c'est 100 km, ça reste un sujet. Et selon la distance, le problème carbone sur le segment de livraison et le segment d'enlèvement du conteneur, il peut peser jusqu'à 30 à 40% du total. Donc ce qu'on appelle l'Hinterland,
peut devenir un endroit où il y a des vrais gisements. Alors, comment est-ce qu'on travaille le sujet? Alors, j'ai préparé quelques slides, si ça veut bien avancer. Voilà. Donc ça, vous avez en synthèse un petit peu la méthodologie qu'on applique pour aller identifier les solutions de décarbonation. Et vous voyez que globalement, il y a deux grandes familles de décarbonation lorsqu'on se concentre sur les flux de nos clients. Il y a les solutions technologiques sur lesquelles on va avoir évidemment les carburants, on va avoir évidemment toute cette partie d'efficience aérodynamique, hydrodynamique qui sont travaillées sur les navires ces temps-ci. Et puis vous avez les solutions organisationnelles. Et à chaque fois, on va aller vérifier que les alternatives qu'on va mettre en place fonctionnent, qu'elles sont à l'échelle et qu'on peut les convoquer non pas une et une seule fois pour faire un buzz médiatique ou un prototype, mais qu'on peut les convoquer de manière régulière, chaque jour, chaque semaine, au service de nos clients. Et l'idée qui est derrière ceci, c'est d'aller travailler la performance supply chain ou la performance supply chain durable qui est impliquée par un changement. Donc vous allez évidemment aller regarder le coût et le délai, qui sont assez classiques. Hein. Dès qu'on décarbone, tout le monde dit ça coûte combien ou quel est le délai pour une décarbonation. Mais il y a aussi la question de la complexité. On verra tout à l'heure le report modal. Souvent, les personnes considèrent que c'est complexe alors qu'on a des experts qui peuvent aller maîtriser ceci. Et puis la question du risque ou du cash immobilisé sont d'autres indicateurs qu'on peut regarder. Alors, je vous ai préparé deux slides pour vous démontrer un petit peu ceci. Donc ici, on a des cas clients qu'on a rencontrés. Un premier cas client où il faut aller livrer depuis le port du Havre la zone d'Angers avec un gros potentiel, parce que le potentiel annuel est de 500 containers, des containers qui sont moyens, 10 tonnes par container en annuel. Donc on fait 25 000 km par le cap de Bonne-Espérance en maritime. Donc à supposer qu'on a déjà travaillé ce segment-là avec les compagnies maritimes, il nous reste 300 km de route. Et dans l'exemple, on travaille sur du biofuel. Voilà, sur du biofuel, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont capables de livrer en biofuel à partir du port du Havre. Ça permet de décarboner à hauteur de 220 kg de carbone par container. Hein, ce n'est pas négligeable. Et si on fait les multiplications, à la fin de l'année, on a un bilan qui est en centaines de tonnes. Et avec ça, on s'achète une petite place au paradis si on a été acteur de cette partie-là. Mais en revanche, on est en train de garder le même délai, mais on paye un petit peu plus cher. Donc, c'est-à-dire qu'on paye sa décarbonation en coût. Donc là, on est dans les mesures technologiques. Le biofuel, c'est une technologie qui n'existait pas il y a 30 ans, donc on ne peut pas dire que ce soit super neuf comme l'hydrogène, mais ça reste une technologie qui n'est pas encore déployée à 100%. Et il y a une autre manière de décarboner. Donc là, je représente aussi TLF, notre union TLF et TLF Overseas sur l'intermodalité. Et donc, je vous ai préparé un autre business case sur à peu près les mêmes distances depuis notre port de Fos-sur-Mer. Et donc, à partir du Fos-sur-Mer, on peut desservir la zone de Lyon, moi où j'habite. Donc, du coup, on a ici un exemple en utilisant le report modal. Donc toujours les mêmes 25 000 km, 310 km pour aller livrer le Nord-Isère ici à Villefontaine. Et si vous le faites avec une barge qui va jusqu'au port de Lyon et ensuite il reste une trentaine de kilomètres, eh bien, vous payez votre décarbonation en délai. Vous avez des impacts qui sont assez similaires, mais le coût, il sera négatif. Parce qu'ici, c'est un cas client réel. Hein. Il se trouve que dans notre offre, l'offre barge était différente. Et on paye cette décarbonation en délai. Et donc, toute cette approche sur mesure que l'on fait pour le compte de nos clients, en allant prendre leur vrai flux, identifier leurs gisements, présenter des alternatives pour pouvoir déclencher des arbitrages, c'est une offre qui contribue à la décarbonation de la chaîne logistique et à projeter la performance des ports maritimes, la performance des flux logistiques de nos clients dans une performance de décarbonation. Merci. Alors, on va rester sur ces slides parce que Benoît, on l'a vu, la décarbonation, ça concerne en fin de compte tout un tas de paramètres à prendre en compte. Il y a bien entendu, là, comme l'expliquait tout à l'heure Philippe Conneau et David, il y a le multimodal, mais il y a aussi les zones logistiques. Ça va jusque sur les zones logistiques. Comment est-ce que vous intervenez, vous comment est-ce que vous faites vos choix
Et est-ce que pour des investissements, vous intervenez plutôt sur le multimodal, sur les zones logistiques? Sur quel type d'investissement vous allez regarder? Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la décarbonation, c'est une thématique vaste. Moi, j'ai coutume de dire que c'est le défi de notre génération et il n'y a pas qu'un seul levier à activer pour arriver à cette décarbonation. Donc il faut avoir une politique d'investissement qui ne se limite pas à une seule thématique. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de la décarbonation. Oui, il y a des investissements très forts pour le report modal. En lien évidemment avec notre ADN, qui est cet axe Seine et le développement du transport ferroviaire. Mais il y a également des investissements sur l'innovation. L'innovation. Voilà. Aujourd'hui, tout à l'heure, il a été question des 24 000 km qui sont faits par la voie maritime. On voit bien que l'enjeu majeur, c'est de décarboner ce transport maritime. Et on le décarbone comment? On le décarbone en l'électrifiant. Donc soit directement, et je laisserai Laurent peut-être aller plus dans le détail sur ce qui est en cours d'élaboration sur les ports de Calais, de Boulogne. On peut l'électrifier aussi directement pour les escales, mais cette électrification a quand même un certain nombre de limites. On voit bien qu'on ne peut pas aller très loin avec des batteries. Voilà. Et donc l'électrification pour la marine marchande, c'est le remplacement finalement d'une molécule énergétique dérivée du pétrole par de l'électricité, mais pas de l'électricité sous forme native, mais sous forme d'une e-molécule. Et on parle des électrocarburants. Et c'est là où les ports ont un rôle important à jouer. Tout à l'heure, il a été mentionné que certains ports sont des hubs énergétiques. Alors nous, en quelques dizaines de kilomètres, sur la basse vallée de la Seine, on a les 2 plus grosses raffineries de France. Voilà, donc clairement, Haropa Port, c'est un gros hub énergétique. Et on a vocation à le rester. Mais ce sera un hub énergétique dans quelques années qui sera un peu différent et qui sera en mesure de proposer des molécules un petit peu différentes. Et donc cette décarbonation, qui peut sembler un sujet propre aux industriels et donc assez éloigné des ports, eh bien en réalité, on voit qu'on est raccroché à ce sujet parce que ces industriels sont massivement présents dans les ports. Et donc on a un rôle majeur à jouer en faisant quoi? Eh bien en mettant à disposition du foncier pour permettre à des entreprises innovantes de venir s'installer dans le but soit de produire des nouvelles molécules, soit de permettre aux grands acteurs qui sont déjà en place de pouvoir faire évoluer leur process et de pouvoir s'insérer pleinement dans cette décarbonation. Voilà, et donc, c'est ce qu'on est en train de faire sur la basse vallée de la Seine, implanter les industries de la révolution énergétique. Et on a un grand atout qui est, alors déjà, il y a une volonté forte des différents acteurs, des grands groupes mondiaux de taille mondiale. Et puis, on a, tout à l'heure, il était question aussi de la saturation et de la comparaison avec nos grands voisins du Nord. Donc la décarbonation, c'est de l'électrification, et nos grands voisins du Nord, donc Anvers, Rotterdam, s'inscrivent, qui sont les temples de la chimie européenne, ça c'est très clair, et notamment de la pétrochimie européenne, avec des volumes qui sont beaucoup plus importants que ceux que l'on peut voir transborder sur les ports de la vallée de la Seine. Le gros problème face auquel ils n'ont pas vraiment de solution, en tout cas à l'instant T, c'est que pour décarboner, il faut électrifier, et ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas les réseaux, et ils n'ont pas les outils de production permettant d'alimenter ces réseaux. Et en France, on est dans une situation, et en particulier sur la vallée de la Seine, eh bien, on a cette chance d'avoir de l'électricité qui est abondante, et de l'électricité qui a un faible contenu carbone, eu égard au mix énergétique français. Voilà, donc on est dans une situation qui est idéale pour permettre aux industriels de pouvoir envisager une décarbonation et donc de proposer ces molécules, ces nouvelles molécules à empreinte carbone faible à nos opérateurs maritimes qui sont dans la chaîne globale les premiers émetteurs. Mais, merci. Tout à l'heure, Laurent, vous nous parliez de votre projet d'électrification et c'est vrai que un moment ou l'autre, il faut parler argent, il faut parler sous. C'est quoi l'économie de ce projet? Est-ce qu'on arrive à un moment ou l'autre à faire de la décarbonation de la chaîne logistique quelque chose de rentable? Alors, c'est en effet un point important. On parlait d'une visibilité quand même relativement moyenne des échéances et des volumes. Parce qu'on peut se projeter sur des coûts du mégawatt à quelques années. On peut estimer les investissements, j'en ai parlé.
Par contre, le chiffre d'affaires qu'il va falloir faire pour amortir ces investissements et rendre les projets rentables, c'est très compliqué. Alors, on s'oriente vers un travail avec des professionnels, c'est-à-dire des énergéticiens, des investisseurs. On ne pourra pas aller seuls sur ce niveau d'investissement, c'est très clair. Et puis, ce qu'il faut, c'est aussi diversifier la demande. Il y a le maritime. On sait que ça démarrera. L'échéance, elle est encore un peu difficile à déterminer. Et du coup, il faut se pencher sur la mobilité terrestre du fret. On a 1 800 000 PL qui transitent par le port de Calais chaque année. Même si une part relativement limitée passe en électrique, c'est une capacité importante de clientèle pour de la recharge à la sortie ou à l'entrée du port. Et puis c'est aussi évidemment, d'où l'importance de batterie, la possibilité de revendre au réseau, qui est une activité qui peut être intéressante pour créer des équilibres dans un business plan. Et enfin, on a des zones industrielles qui sont en pleine reconversion à Calais. Et il y a aussi ce potentiel de demande en énergie de ces industries qui pourraient s'implanter dans les 5 ans, donc sur un calendrier qui serait compatible avec notre calendrier d'investissement. Oui, en effet. Mais je me rappelle, Benoît, vous étiez là, puisque c'est vous qui l'interviewez. Il y a 2 ans, il y avait eu la conférence de l'ESPO à Paris, à laquelle Patrice Vergrit, à l'époque ministre des Transports, était intervenu. Et il avait dit, ça avait fait l'objet de beaucoup de titres dans la presse, les ports vont devenir des grandes stations-service. Et voilà. Sauf que les stations de service, il n'avait pas précisé quel type de carburant il distribuerait, parce qu'il n'en savait rien. Or, aujourd'hui, quand même, quand on voit ce que fait Clasquin, l'ADEME et les ports, on s'aperçoit qu'il y a une véritable volonté de vouloir décarboner. D'un autre côté, on entend des politiques, je ne citerai pas de nom, pas toujours en ligne de mire, pas toujours en ligne avec ça. Et est-ce que vous pensez que dans le cadre de la géopolitique actuelle, on se retrouve dans une situation un petit peu où les carburants alternatifs, ils ont un peu atteint leurs limites? Benoît, je commence par vous. La décarbonation, ça fait effectivement quelques années qu'on y travaille. C'est une nécessité absolue pour le monde entier. Alors, on n'a qu'une seule planète. Mais la nécessité de décarboner pour les économies dépend quand même des continents. Et on voit bien qu'en Europe, on produit assez peu de pétrole, on produit de moins en moins de gaz. Et donc, on est très dépendant de ces sources d'énergie. Et donc, derrière, le sujet a été évoqué, le terme a été cité lors de la conférence précédente. Il y a un sujet de souveraineté. Voilà. Et donc, soit on reste très dépendant d'autres continents avec qui on s'entend bien, jusqu'à ce qu'on s'entende un peu moins bien. Bon. Soit on part du principe que l'énergie, qui est quand même au cœur de notre modèle social, et on le voit aujourd'hui, quand le prix de l'énergie progresse, il y a un certain nombre de problèmes qui arrivent assez vite. Bon. Donc, soit on part du principe que l'énergie est tellement centrale qu'il y a besoin d'avoir une approche, et c'est le cas, hein, ambitieuse, souveraine en Europe. Voilà. Et très clairement, le positionnement qu'on a, mais depuis des décennies en France, sur notamment notre mix énergétique, fait qu'on est peut-être un petit peu plus solide que d'autres, et on voit bien qu'on a plus d'armes au moment où on aborde cette décarbonation et donc cette électrification de la société que d'autres pays européens qui, objectivement, ont probablement fait, lors des décennies précédentes, des choix différents des choix français. Merci. Laurent, est-ce qu'on arrive un peu à la limite là, des carburants alternatifs ou pas? Alors, je suis pas un expert en carburants alternatifs. Je pense que le confrère de l'ADEME pourrait mieux répondre. Je pense que, en tout cas, l'intérêt pour Calais, au-delà de sa position géographique qui le rend très propice à l'utilisation de l'électricité, ça rejoint ce que disait Benoît, c'est-à-dire qu'on est en avance sur la production d'énergie électrique décarbonée. Et s'il y a bien un levier pour que des industriels suivent et investissent dans la décarbonation, c'est bien celui-là. Voilà. Comme on parle de politique, juste un petit mot sur l'ETS. Voilà, l'ETS, c'est
aujourd'hui une possibilité de financement pour les ports pour la décarbonation. Et on aimerait bien simplement demander que les ports puissent caresser l'espoir que les recettes de l'ETS viennent ruisseler un peu de leur côté pour financer, au moins amorcer les financements de projets. Parce qu'aujourd'hui, le fléchage de l'ETS est encore très flou. Oui, pour ne pas dire autre chose, en effet. David, est-ce que pour vous, la décarbonation, on a atteint un peu, on est un peu dans les chimères, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place? Alors, pour nous, c'est extrêmement concret, hein, parce qu'on intervient sur ces sujets-là auprès de nos clients. Alors, évidemment, tous les clients n'ont pas la même sensibilité. On est clair que si nos décideurs sur un autre continent, on aura du mal à positionner ces sujets-là. En revanche, pour les décideurs qui sont en France, qui sont en Europe, et puis maintenant, on voit que la Chine commence à y devenir sensible, et il y a des vrais leviers de décarbonation. Et en tout cas, par le business case que je vous ai démontré, il y a une partie de la réponse qui est dans le changement de carburant, mais une autre partie de la réponse qui est dans le changement de pratique. Et on peut faire à isopérimètre technologique un changement de pratique. Et donc, on n'est plus dans le business as usual. On va potentiellement ralentir, on va potentiellement faire un peu plus de stock que tout ce qu'on faisait 5 ans, 10 ans, 20 ans auparavant. Et en revanche, peut-être un petit mot de conclusion, et là je m'adresse un petit peu à tous les acteurs des supply chains durables, tous les acteurs RSE. Lorsqu'on essaie de décarboner, on se concentre un petit peu sur ce qu'on appelle des gisements carbone. Hein, tout le monde a fait son empreinte carbone 3, 4, 5 fois maintenant ou plus. Et dans les gisements carbone, il y a la construction des produits, hein, le manufacturing. Et là, c'est souvent un petit peu compliqué de trouver de l'acier décarboné, de trouver du coton bas carbone, de trouver toutes ces matières-là. Et quand elles sont disponibles, elles sont chères. Quand elles sont disponibles, elles ne sont pas à l'échelle, etc. On a le sujet des parcs installés, c'est-à-dire toute la vie et la fin de vie des produits. C'est pareil, c'est souvent un peu compliqué. Il y a un taux de renouvellement des parcs qui est lent. Hein, 1 à 2% pour les voitures, peut-être 3, peut-être 5 à 10 pour les décodeurs et tout ce qui est connecté dans la maison sur cette partie-là. Donc une décision magique aujourd'hui aurait probablement un déploiement qui est assez lent. En revanche, il y a le troisième gisement des empreintes carbone des entreprises, c'est souvent le transport. Hein, 5 à 25% selon l'exposition internationale ou l'exposition au transport des entreprises. Et là, on a un gisement court terme et actionnable. Il y a des solutions et il y a des solutions qui sont très court terme. Vous décidez aujourd'hui d'utiliser le report modal, vous vendangez les résultats dans le trimestre. Et donc là, ces solutions, elles sont à la disposition. On le démonte, nous, par des business cases et on les accompagne. Vous avez des experts qui mettent ces solutions à la disposition des chargeurs qui veulent décarboner. Merci. Philippe, on a parlé, on parlait de décarbonation. Je crois que l'ADEME vient de lancer un appel à projet sur ce sujet. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur où vous en êtes de cet appel à projet? En fait, non. En fait, on va le lancer demain. Donc, il y a une réserve de nos tutelles de garder l'information sous silence. Alors, on peut quand même donner les grandes lignes. En fait, on voit que les armateurs abondent le régime ETS depuis 2024. On évoque le chiffre de 190 millions d'euros versés par les armateurs français. Le gouvernement français a décidé l'année dernière de réfléchir une partie de ses recettes vers le maritime. Mais le maritime dans ses 3 dimensions. Donc, il y aura dans l'appel à projet 3 thématiques. Une thématique navire. Donc, on va aider les armateurs à investir dans des navires propres ou à 0 émission. On peut les aider aussi à rétrofiter leurs navires, c'est-à-dire les hybrider, mettre des solutions véliques, consommer moins. La deuxième thématique, c'est une dimension industrielle. Il faut que les acteurs industriels proposent des solutions bas carbone. On a l'exemple en France d'avoir un très bel écosystème de propulsion vélique. On a en Bretagne, Pays de Loire, des acteurs qui font des solutions très innovantes, qui sont performantes. On a aussi un sujet de digitalisation. On a aussi des acteurs qui font du routage avec des outils très performants. Le troisième volet est bien un volet portuaire. Donc, pour répondre à votre question, il y aura bien un volet portuaire pour vous aider, vous les ports, à installer donc soit des installations électriques d'escale pour les navires, soit des bornes de recharge pour l'hybridation batterie. Mais c'est aussi des installations d'avitaillement en carburant de synthèse. Ce sont des réservoirs, ce sont des connexions électriques sur le réseau de puissance.
Donc, des opportunités pour vous accompagner dans vos projets d'investissement dans le temps imparti, puisque ce fonds devrait être consommé cette année. On évoque le chiffre de 70 millions d'euros et les annonces seront faites demain. Mais bon, on va attendre demain avec impatience. Mais merci. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Non. Eh bien, écoutez, je propose... Ah, excusez-moi, vous vous cachiez. Merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marlène Finn, je travaille chez EcoCO2. On a un cabinet de conseil en durabilité spécialisé en transport et logistique. Merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question peut-être pour la société Clasquin. Vous avez présenté un peu vos travaux et ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis sur la fiabilité des données de consommation d'énergie que vous avez à disposition concernant les compagnies maritimes. Donc à la fois ça et peut-être la manière aussi dont est prise en compte la notion de conteneur vide qui, d'après ce que j'ai en tête, en fonction des routes maritimes, peut aller jusqu'à 50% sur certaines lignes, notamment Europe-Asie. Alors, quand on fait un business case, souvent, nous, on est en prospection ou en prospection sur un axe sur lequel on n'est pas positionné. Donc, tout ceci est inclus dans une norme qui s'appelle la norme ISO 14083 qui a des valeurs par défaut. Et ces valeurs par défaut permettent de faire apparaître les grandes masses. Une fois qu'on a fait apparaître les grandes masses et que donc on a tout ce qu'il faut pour prendre des décisions, souvent les différentes alternatives sont entre 1, 10 et 100 et donc on voit vite où est-ce qu'on va se concentrer sur les gisements, les délais, la décarbonation, le bilan à la fin de l'année, si on peut l'intégrer dans son budget CO2. Ensuite, pour les transactions qui nous sont confiées à nous, Clasquin, mais je pense que nos confrères sont tout aussi agiles, on a un outil de visibilité qui permet de suivre en temps réel toutes les transactions de transport de nos clients, que ce soit de l'aérien, mais surtout du maritime, sur lequel il peut se passer plus de choses. Et cet outil de visibilité est accompagné d'un outil de visibilité de l'empreinte carbone, transaction de transport par transaction de transport. On n'est pas sur un chiffre mystique à la fin de l'année qu'on ne sait plus bien relier. On sait que la transaction de transport maritime va faire 2,5 tonnes de carbone de bout en bout, dont 20% ou 30% sur la partie Interland. Et là, on est connecté à travers notre plateforme à Ecotransit, qui porte la norme et qui elle-même, elle est alimentée par les données primaires des compagnies maritimes. Alors, oui, il y a quelques petits aléas sur cette partie-là. C'est le top de ce qui existe en termes de technologie à ce jour. Et tous les calculateurs privés ont leurs propres défauts. Vous pouvez retrouver les calculateurs privés sur les sites des différents acteurs de la décarbonation. Nous, ce qu'on met en œuvre, c'est la norme sur cette partie-là. La norme, elle a quelques petits défauts et quelques petits avantages. Et ce que vous avez soulevé, c'est le taux de remplissage et le taux de retour à vide. C'est inclus dans la norme. C'est inclus dans la norme et ça se fait par sondage. Alors évidemment, vous avez un acteur ici à Angers qui fait du maritime. Demain matin, pour quelques autres raisons, il se met à faire un peu plus d'aérien parce qu'il est désorganisé ou de faire du rail par la route de la soie. Il va un petit peu déstabiliser les acteurs qui vont être moins organisés sur cette partie-là. Il se trouve qu'on travaille sur la loi des grands nombres et que c'est à peu près fiable. La norme, c'est... elle publie des chiffres, c'est le Global Logistic Emission Council, et ça varie vraiment à la marge d'une année sur l'autre avec les chiffres qu'il recueille de ce qu'on appelle les données primaires, c'est-à-dire la réelle consommation qui est fournie par ceux qui les donnent. Voilà. Merci. Merci David. Dernière question, j'aurais aimé qu'on revienne 30 secondes sur cette histoire d'électrification. Je sais que Boulogne-Calais travaille beaucoup sur l'électrification, mais aussi sur le développement de zones logistiques, notamment à Boulogne. Alors c'est assez peu un port de commerce en France, mais c'est un port de pêche notamment, mais qui a des zones logistiques attachées aux produits de la mer, qui est très consommatrice d'électricité. Est-ce que là, à un moment ou l'autre, vous allez pouvoir alimenter tout le monde ? Oui, il faut absolument qu'on upgrade aussi sur Boulogne cette capacité d'alimentation.
faut voir, à Boulogne-sur-Mer, ça fait 20 ans qu'on fait de l'hotel load auprès des navires de pêche. 1 mégawatt, mais bon, quand même, on a été un des premiers ports à faire du branchement bord-à-quai sur des longues durées. Non, le sujet, c'est 30 000 tonnes de poissons débarqués à la criée de Boulogne, qui reste la première criée française. C'est 350 000 tonnes de matière brute transformée dans la zone industrielle qui est derrière le port, qui s'appelle Capécure. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 300 000 tonnes qui arrivent soit en frais, soit qui sont déstockées du congelé pour alimenter cette industrie halieutique. Et on se rend compte qu'on a de plus en plus de matières premières congelées. On a pu voir ça sur des déplacements en Hollande, parce que les techniques de décongélation notamment s'améliorent et on a une qualité de produit qui reste très très acceptable. Et ça veut dire que la demande en stockage froid négatif va nettement augmenter et qu'on va devoir suivre, nous, en capacité immobilière aussi, pour offrir cette capacité. Et puis derrière, il va falloir l'énergie pour produire ce froid. Donc c'est en effet aussi un sujet sur les zones logistiques. Merci. Bah, écoutez, on a tenu les délais. C'est très bien. Merci à tous les intervenants que je vous propose d'applaudir. Et puis voilà, c'était la dernière conférence du Maritime Day. Merci pour tout et bonne fin de journée. Au revoir. Listen.